Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des podcasts de l'intérim. Le but, c'est que les intérimaires puissent repartir avec un maximum de clés de compréhension par rapport à la filière dans laquelle ils travaillent. Et aujourd'hui, on va parler de l'impression, on va parler du labeur, on va parler de la presse, et donc ça va être avec la Filpac. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Laetitia Gomez, la secrétaire générale de la CGT Intérim. Nous avons José Vallée, qui est intérimaire dans la presse. Bonjour José. Et nous avons André Soluro, qui est un des représentants de la Filpac. Bonjour André. Bonjour. Alors, première question, je vais vous la poser à vous André. Pourquoi les métiers couverts par la Filpac sollicitent-ils autant l'intérim ? Je crois que c'est surtout le meilleur moyen pour l'industrie de ne pas embaucher aujourd'hui. L'intérim reste un contrat malheureusement précaire, mais flexible. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les grandes industries, ne pas embaucher et avoir cette flexibilité sur les travailleurs dont ils ont besoin, sur des accroissements d'activité plus que sur autre chose. Et la deuxième chose, ça serait de dire qu'ils testent un petit peu le savoir et la connaissance de l'intérimaire avant éventuellement une embauche qui pourrait se faire au niveau de l'entreprise. Et comment la Filpac envisage-t-elle justement les travailleurs de l'intérim ? Alors la Filpac, elle se bat plutôt pour essayer d'avoir des contrats d'embauche directement dans nos entreprises, mais on n'est pas contre, malheureusement, sauf quand cet emploi devient à un moment donné un moyen de flexibilité, comme je dis, et de précarité. Voilà, parce que les intérimaires souvent se retrouvent dans des tâches sans savoir les tâches les plus ingrates un petit peu des entreprises, puisque c'est aussi comme ça que malheureusement, ce travailleur-là est reconnu au niveau de l'industrie. On le prend souvent pour faire des tâches ingrates et non pas pour des postes à valeur, on va dire, ajoutés dans l'entreprise. Et c'est un petit peu le problème. Donc on se bat plutôt pour avoir des gens qui soient embauchés, formés et qui appartiennent intégralement à l'entreprise et bénéficient surtout de tous les avantages que l'entreprise peut porter à travers ses accords. José, est-ce que vous êtes d'accord justement qu'on vous confie des tâches ingrates ? Vous, je le précise, vous avez travaillé dans la presse, c'est quoi votre activité principale ? Je suis technicien de maintenance, et à savoir que c'est des métiers en tension. Après, l'approche que j'ai eue, je vais un petit peu me décaler parce qu'il y a plusieurs variantes dans les métiers dans la Filpac, dans le sens où moi j'ai été, on va dire, contacté par un ouvrier du livre, pour le dire clairement, qui m'a fait part d'un besoin qu'il y avait dans une imprimerie. Et par ce biais-là, j'ai pu être approché par un responsable d'atelier de cette usine-là, qui, lui, m'a convoqué, avec lequel j'ai eu des échanges, qui ont été déjà des échanges d'une base philosophique, voir un petit peu comment j'appréhendais l'organisation de travail, comment j'appréhendais un petit peu le fait d'intégrer cette équipe-là, et en sachant que la presse avait une histoire quand même assez lourde, on va dire syndicalement, et donc j'ai correspondu au souhait qu'avait cette entreprise, et à partir de là, j'ai été recruté comme salarié intérimaire. Mais il y a eu quand même une explication du pourquoi salarié intérimaire dans cette structure-là. À savoir que la presse était et est toujours en pleine réorganisation, et on m'a fait savoir que il était compliqué de promettre une embauche, alors que des centres d'impression parisiens ou autres risquaient d'être fermés ou délocalisés, et donc ils priorisaient quelque part les salariés qui étaient déjà, on va dire, en CDI dans la presse. Alors on m'avait bien informé que si éventuellement un salarié parisien devait descendre dans le sud, ma place serait disponible pour lui. Mais ça, ça a été dit initialement, il n'y a pas eu de... Et ça fait combien de temps que ça a été dit ? Ça fait 5 ans. Non, depuis 2010. Ça va, il y a un petit peu d'intervalle. Personne n'est descendu de Paris. À mon niveau, non. Il y en a eu, mais ce qui a été... c'est là où, voilà, je suis tombé sur une équipe très, très compréhensive et très intéressante, à savoir que moi, je suis quand même en fin de parcours, j'ai un certain âge, et quand même, et d'un commun accord, on a privilégié la venue de l'embauche de jeunes
et de former de jeunes techniciens pour assurer leur avenir. En fait, quelque part, moi, par ma permanence que j'ai à l'heure actuelle, j'ai laissé ce temps libre à un jeune pour qu'il puisse intégrer l'entreprise et arriver à un CDI dans l'entreprise. Voilà, je sais pas si les métiers, les secteurs d'activité finalement de la Filpac sont très vastes. Oui. Ça va du papetier, du métier du livre, de l'impression, de la distribution, de la communication et même du journalisme. Laetitia, est-ce qu'il y a beaucoup de recours aux travailleurs intérimaires dans ces secteurs d'activité ? Alors oui, de toute façon, sur les métiers industrialisés, on va dire, les groupes ont pris l'habitude de passer des appels d'offres et donc ils achètent un volume d'heures sur 3 ou 5 ans et donc du coup, finalement, les coûts sont intégrés dans leur coût de production journalier, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surcoût et ils font le choix de garder une partie de leur activité précarisée par les contrats de travail qu'ils proposent pour différentes raisons. Parce que, comme l'a souligné André, il y a des métiers ingrats, donc des accidents du travail, et comme ce n'est pas leur main-d'œuvre propre, ils externalisent le coût de l'accident du travail, même si aujourd'hui, ils payent un petit peu plus, parce qu'avant, ils ne payaient rien, aujourd'hui, ils payent 50%. C'est aujourd'hui la capitalisation ou le capitalisme qui s'installe de cette manière-là. Ça peut faire peur aux ouvriers en CDI en lui disant « Mais regarde, tu as une armée d'intérimaires qui attendent ton boulot, donc toi, sois déjà content d'être en CDI parce que si tu t'en vas, il y en a 15 qui attendent. » Moi, je voulais juste revenir sur l'expérience de José, parce que quand on arrive en intérim, il y a deux possibilités. Soit c'est l'agence de travail temporaire qui te recrute, donc tu t'inscris, et on appelle ça le recrutement dans notre métier. Soit en fait, tu es choisi par l'entreprise utilisatrice et tu es mis en gestion dans une agence de travail temporaire. Pour autant, l'un ou l'autre, alors la tarification n'est pas la même pour l'entreprise utilisatrice, mais en attendant, on voit aussi que l'entreprise utilisatrice, elle est active. Si l'enseigne de travail temporaire ne connaît pas ou n'a pas le personnel disponible, elle cherche en se disant sur des métiers très précis et pointus comme les José, ils vont chercher dans un bassin qui est relativement fermé. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à ce que dit justement Laetitia, c'est qu'aujourd'hui les entreprises, alors que ce soit la branche papetière, presse ou ainsi de suite, font leur propre recrutement. Ce que dit Laetitia est tout à fait juste, et José, c'est qu'il y a une spécificité dans certains métiers, parce que je parlais de métiers ingrats, c'est dans les papetiers par exemple, où il y a des emplois très très répétitifs et qui sont ingrats, oui, mais quand on a besoin d'une spécificité particulière, comme d'un imprimeur ou de quelqu'un qui a une qualification, ces entreprises utilisatrices, comme dit Laetitia, vont eux-mêmes faire un recrutement et envoyer la personne qu'ils ont recrutée à l'agence intérim pour s'inscrire, de façon à ne pas avoir un contrat de travail qui leur incombe, eux, justement, le financement pur, mais se détachent aussi des risques qui pourraient être liés à l'accident du travail, à un tas de choses. C'est une flexibilité et je pense que c'est la précarisation justement de cette utilisation de l'intérim. Quelque part, on précarise parce que c'est malgré tout, c'est des emplois qui perdurent dans l'entreprise. Quand ces gens-là font l'affaire, on les garde, mais sous contrat intérim. Alors qu'on devrait les embaucher. Et je pense que le côté pervers de la chose est là, et c'est là où on doit se battre pour justement, aujourd'hui, arriver à pallier, normalement d'ailleurs, la loi le prévoit, il y a un volet qui est limité, normalement, d'intérimaire dans l'entreprise, on ne peut pas dépasser le niveau de titulaire et d'intérim, mais aujourd'hui, ils tronquent énormément ce système. Comment ils font ? Tout simplement, ils font des glissements de poste. C'est comme ça qu'ils les appellent. C'est que régulièrement, ils changent le numéro de contrat de l'intérimaire. C'est ce qui se passait. Alors moi, quand j'étais intérim, j'étais embauché comme ça, en tant qu'intérim avant. Peut-être que ça évolue aujourd'hui, je ne maîtrise pas tout à fait l'intérim complètement, mais ils faisaient des glissements de poste, et donc ils changeaient le numéro de contrat régulièrement, de façon à ce que ces gens-là n'étaient jamais sur le même poste occupé, et changer régulièrement de poste. Donc c'était une nouvelle utilisation de la personne, mais qui était en réalité toujours sur son poste où elle avait la qualification appropriée, et elle faisait tourner la boutique à la place d'un titulaire qui bénéficie bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de tous ces avantages, ses congés payés et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit, nous, syndicats,
regarder de près, justement, en lien. Et là, aujourd'hui, c'est très important qu'on puisse être en lien avec les camarades de l'intérim qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que nous, mais justement d'être très à l'affût de toutes ces manipulations qui sont faites. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que le texte de loi a été encore reporté sur les contrats précaires, les CDD, ainsi de suite. On a l'enchantiment repoussé un petit peu plus loin du pied, d'un revers de main, je dirais même, encore, en laissant encore de la souplesse à toutes ces industries, sachant que l'industrie est le plus gros consommateur d'intérim par rapport au tertiaire. Vous, José, vous avez déjà vécu ces glissements de poste, comme dit André ? Non, dans le sens où j'ai pu considérer que mon poste était pérenne et je n'ai pas, j'ai pas eu de mouvement même au sein de l'entreprise. Je suis resté à un poste, j'avais une qualif et j'ai exercé mon métier tout au long de ces années sans que ce soit modifié. Après, il y en a eu des périodes parce que il y a eu des moments avec des baisses d'activité, des légères baisses d'activité où on me disait là José, on met un stand-by, pose des congés, parce que là, c'était exceptionnel, il n'y avait pas de boulot, mais je peux pas dire que j'ai vécu des contraintes à ce niveau-là. Alors certains secteurs couverts par la FIPAC, comme le papier, le labeur ou même l'imprimerie, travaillent dans des environnements très compliqués. Ça peut être très bruyant, ça peut être sale, ça peut être poussiéreux et ça peut même être très dangereux. Comment sont accueillis les intérimaires dans ces secteurs d'activité et comment sont-ils formés, André ? Alors, je vais parler de ce que je connais, donc mon entreprise, entre autres une grosse papeterie. Il y a ce qu'ils appellent l'accueil. L'accueil, c'est qu'on donne les bases. On considère que les intérimaires qui arrivent doivent arriver déjà équipés de leur équipement de sécurité, chaussures de sécurité, casque anti-bruit. C'est aux intérimaires d'acheter ces équipements de protection individuelle ? Alors non, c'est à l'agence de travail temporaire de les fournir, mais par contre, elles ne fournissent que les chaussures de sécurité et le casque. Alors, anti-bruit, non. En tous les cas, dans la grande majorité, parce qu'il y a peut-être des agences qui font très bien le travail, mais dans la grande majorité, c'est des chaussures de sécurité premier prix et un casque, mais plutôt un casque de chantier. Et ensuite, c'est à l'entreprise utilisatrice d'équiper les salariés intérimaires, parce qu'en fait, la règle, elle est toute simple. C'est que l'agence d'intérim, dans ses locaux, elle ne peut pas avoir un magasin d'outillage et d'équipement, puisque dans les textes de loi, le salarié intérimaire doit être en possession des mêmes équipements de protection individuelle que les salariés des entreprises utilisatrices. Et une agence, elle a en moyenne entre 50 et 80 clients. Donc, elle ne peut pas avoir entre 50 et 80 clients et 80 équipements différents dans toutes les tailles disponibles. Donc, du coup, voilà. Je voulais justement en arriver là. Et justement, quand il y a l'accueil, donc est-ce que les chaussures de sécurité premier prix et le casque de chantier, ça suffit ? Du tout, parce que le casque de chantier chez nous n'est pas préconisé, parce qu'il y a certainement... En plus, nous avons certaines contraintes. Des normes alimentaires, entre autres. Quand on fabrique du papier ou des sacs papier, comme mon entreprise, ou des sacs alimentaires, il y a des normes alimentaires. Donc, en effet, les intérimaires arrivent et on leur demande d'avoir le minimum. Le minimum, c'est une tenue de travail et des chaussures de sécurité, ce qui est demandé. Malheureusement, c'est pour ça que j'y arrive, souvent n'ont pas ces équipements parce que l'agence ne leur a pas du tout fourni l'équipement. Donc, bien sûr qu'ils sont équipés, puisque c'est une obligation pour nous légale, mais aussi la contrainte de la norme alimentaire qui fait qu'ils sont équipés de A à Z. Et ensuite, ils ont une pseudo-formation sur les consignes de sécurité qui sont, à mes yeux, très très basiques. Parce que quand on rentre dans une grosse industrie, ce qu'on appelle l'industrie lourde, les dangers sont permanents et partout. Mais souvent, d'ailleurs, on voit les accidents les plus graves qui arrivent souvent sont malheureusement sur les intervenants intérimaires parce qu'ils ne sont pas formés aux risques que l'on rencontre dans nos industries, où nous travaillons, nous, depuis des années en connaissant les risques possibles et imaginables qu'il peut y avoir à chaque coin de machine ou d'utilisation de matériel. Pourquoi sont-ils aussi mal formés ? L'entreprise se dit, s'il met le bras dans une roto, tant pis, il n'aura plus de bras, on va en reprendre un qui sera équipé des deux bras. Ils sont cyniques à ce point-là ? Je dirais que c'est malheureux, mais c'est à peu près ça. Le but, c'est la rentabilité, et après, la sécurité prime en second plan. Et quand je dis prime,
je pourrais dire, passe vraiment au dernier plan même de ce qui pourrait se faire. Malheureusement, c'est la réalité. On voit bien que les accidents aujourd'hui, et souvent graves dans l'industrie lourde, parce que c'est jamais des petits accidents, c'est pas la petite coupure au bout du doigt avec un cutter, mais c'est vraiment des accidents graves et qui arrivent souvent, on peut le voir dans le monde du papier, où des gens passent dans des machines et malheureusement en ressortent rarement vivants. Et je crois que là, aujourd'hui, il y a vraiment un point crucial à faire, c'est obliger ces entreprises à avoir de vraies formations, et sûrement aussi les agences intérim. Là, je regarde mes camarades de l'intérim, où je pense qu'il y a un vrai combat à mener auprès des grandes sociétés intérim, où eux, après tout, ils prennent des salariés à leur compte qui vont mettre à disposition, mais je pense qu'il devra avoir à charge de former les salariés sur les risques encourus, que ce soit dans l'industrie ou dans tout ce qui peut être comme métier qui touche suivant justement le potentiel qu'il leur est demandé de fournir. Nous, on peut, en tous les cas, la CGT intérim, qu'elle est dans le sens d'André. C'est vrai que la prévention, c'est quand même un sujet qui est mal pris en compte. Les patrons de l'intérim sont plutôt sur la réparation parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais en termes de prévention, on a un champ des possibles qui est phénoménal en termes de travail. Parce qu'effectivement, les salariés des agences, quand elles envoient un salarié intérimaire en mission, elles n'ont pas envie qu'il ne revienne pas chez lui. Ça reste la réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a 80 morts au travail dans l'intérim, un petit peu plus, je crois qu'ils sont 86 par an, mais tout le monde est mal préparé. Parce qu'en fait, quand l'entreprise utilisatrice, elle fait sa demande de personnel, elle explique quelquefois mal le poste parce que c'est pas le chef d'équipe ou c'est pas le chef d'atelier qui l'a fait. L'agence d'intérim, de toute façon, elle doit déléguer au plus pressé, mais elle connaît pas l'entreprise, elle connaît pas quelquefois le poste de travail, ni même l'envie du salarié intérimaire. Elle envoie avec des chaussures bas de gamme et un casque qui correspond pas, mais pas parce qu'elle a choisi d'envoyer son salarié à l'échafaud, mais c'est qu'elle n'a pas le choix. Son patron en haut, c'est pas les agences qui choisissent les équipements de sécurité, c'est le groupe de travail temporaire qui a choisi un fournisseur, était obligé de prendre ce fournisseur-là. Et donc, oui, la prévention, c'est un sujet qui est peu, voire pas traité. En tous les cas, pas à la hauteur des 3 millions de salariés qui sont délégués par an. José, vous, quand vous êtes arrivé dans l'intérim pour la presse, c'était dans les années 2010, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez bien formé à cet environnement ? Comment ça s'était passé ? Alors, ce qui s'est passé, on n'arrive pas dans la presse et on est de suite opérationnel. J'ai eu quand même, avant de tourner en poste, j'ai passé quand même 6-8 mois à être en doublon avec des titulaires de l'entreprise pour bien appréhender les machines, les rotatives, pour bien appréhender le process de fabrication petit à petit pour que je puisse prendre mon autonomie, mais ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc il y a un accompagnement et pour la sécurité, et pour la connaissance, et pour l'imprégnation du process, pour être tranquille quand on se situe n'importe où sur les points de fabrication. Donc là-dessus, il y a un accompagnement qui est abouti. Alors peut-être que c'est particulier, la presse, c'est particulier, je ne sais pas, mais bon, quelque part, c'est une expérience on voit que les salariés qui se sont occupés de moi, qui m'ont accompagné, on voit qu'ils faisaient les choses par expérience. Et déjà, ils préemptaient le besoin que j'avais. Donc, voilà, des choses... Et est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui pour des intérimaires qui débarquent, je ne sais pas, la semaine dernière ou il y a un mois? Est-ce qu'ils ont tout cet accompagnement que vous avez eu la chance de pouvoir suivre? Il y a plusieurs postes dans la presse. Tout ce qui est maintenance technique, on va dire, l'accompagnement est le même parce que on ne peut pas prendre le risque de ne pas assurer une panne quelque part. Parce que le journal, il faut qu'il soit livré dans la nuit. Et s'il y a une panne, c'est inenvisageable. Donc, ils ont tout intérêt à former le salarié à ce qu'il soit pointu et autonome. Donc là-dessus, il y a aucune négligence. Alors, je reviendrai quand même sur un point. Quand on parle de sécurité, franchement, moi, quand j'étais dans ma boîte et qu'ils m'ont fourni les chaussures de sécurité et qu'ils m'ont fourni les bouchons d'oreille, quand je suis arrivé dans l'entreprise utilisatrice, j'ai eu honte.
j'avais l'air d'un pauvre gars comme ça, avec qui on avait donné les chaussures du plus bas de gamme qui puisse exister, et des bouchons, on se demandait d'où ils sortaient, parce que c'était impressionnant. Je comprends que les salariés de l'usine qui eux, étaient responsables de la sécurité, quand ils m'ont vu arriver, ils me disaient, José, bon, mais on va te fournir les chaussures, on va te fournir, ils m'ont moulé l'oreille pour me faire des casques anti-bruit, on va te donner les gants qu'il faut, alors quelque part, je veux dire, c'est nous c'est le salarié intérimaire qui fait la prestation. On ne demande pas grand-chose à la boîte d'intérim. On demande d'assurer le minimum d'effets pour qu'on soit au minimum en sécurité. Alors si déjà on voit déjà une paupérisation dans la sécurité. Et ça, vraiment, j'avais été choqué. C'est et c'est un point qui est récurrent, parce qu'avec le temps, je vois que ça continue. Vous, Laetitia, ça vous choque aussi, ce genre de témoignage? En fait, c'est ce qu'on vit tous les jours. Parce que on a nombre de salariés intérimaires qui reviennent en disant j'ai les pieds en sang, ne serait-ce qu'au bout de la première journée. Pour quelle raison? Ils sont de si mauvaise qualité? Elles sont à peu près à 9 euros TTC, les chaussures. Ah, et c'est des tongs avec une coque, quoi. Ouais, voilà. Donc, allez acheter des chaussures à 9 euros et vous verrez bien comment vous marchez quand les salariés permanents, ils ont des chaussures à 50 ou 60 euros. Mais parce que c'est fait pour durer. La problématique aujourd'hui, c'est que les patrons de l'intérim, ils ont un centre de profit. Tout doit coûter le moins cher possible, mais pour autant, il faut répondre au code du travail et notamment à la responsabilité légale. Parce qu'un salarié intérimaire qui n'aurait pas d'équipement, qui a un accident du travail, la responsabilité pénale de l'employeur est aussi engagée. Et donc on dit, t'as des chaussures. Nous, on a eu des chaussures qui se sont fondues le premier jour, la semelle elle a fondu parce que c'était pas les bonnes chaussures, avec tout un tas de conséquences. Pour un salarié qui marcherait des fois 10 km toute la journée avec des chaussures qui lui cisaillent le pied, pour travailler le deuxième jour, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça, c'est inacceptable, mais c'est le lot de beaucoup de salariés intérimaires. Par contre, moi, dans le témoignage de José, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est qu'en fait, José, il a eu un accompagnement quand il est arrivé. C'est possible. C'est possible. Par contre, c'est des accompagnements choisis. Pourquoi les entreprises utilisatrices, elles ne peuvent pas accompagner tous les salariés de la même manière? Peut-être 2-3 jours. Alors effectivement, quand il y a une machine bien précise, on entend que l'accompagnement soit plus long. Mais José, ça fait 5 ans qu'il y va quand même. L'intérim, c'est 18 mois. Il faudrait se poser la question de la pratique de l'entreprise, puisqu'a priori, le poste pourvu par José, c'est un poste pérenne. Ce qu'on a bien entendu, surtout ce qu'il nous disait, c'est qu'il y avait 8-9 mois de formation, si j'ai tout suivi. C'est ça. Oui. Si l'entreprise investit autant de temps, c'est bien qu'elle ait une petite idée. Normalement, l'intérimaire, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il est là pour pallier un pic d'activité ou pallier un petit trou dans les ressources humaines. Mais 18 mois, en tous les cas pour 18 mois maximum. Mais pas pour être formé pendant 8-9 mois, pour que ça dure depuis 2010, et on est en 2026, donc ça fait 16 ans qu'il vit ça. J'aurais une question justement par rapport à mon camarade José, là. C'est derrière le fait d'être dans l'entreprise depuis tant d'années. Alors, tu le vis bien, apparemment, mais je me pose la question d'un jeune qui a toute sa vie à faire derrière. Psychologiquement, comment il le ressent, le fait de ne jamais avoir la sécurité de l'emploi pérenne. C'est-à-dire de dire à la fin de la semaine, je suis plus là, sur décision. Alors, c'est pas le cas de figure que j'ai évoqué, dans le sens où, moi, quelque part, j'étais mis un petit peu en retrait de l'entreprise au vu de mon âge. Et on a privilégié l'entrée de jeunes, c'est-à-dire quelque part, j'ai parrainé un jeune qui est entré et qui est devenu technicien et qui à l'heure actuelle est en CDI. C'est-à-dire, je suis sorti de la boîte, mais j'ai parrainé quelqu'un qui a pris ma place dans l'entreprise. Et quelque part, il y a un cercle vertueux qui fait que il y a la relève qui est là, parce que la pyramide des âges est ce qu'elle est, et c'est vrai que même moi, philosophiquement, j'ai préféré que ce soit un jeune qui soit CDIsé que moi.
parce que moi je suis vers la sortie, et les jeunes qui rentrent dans la vie, bon, mais c'est logique qu'ils rentrent avec un CDI et qu'il ait une perspective d'avenir. Moi, je l'entends sur ton cas, mais je généralise la question. Oui, tout à fait. C'est de dire que toi, ça s'est bien passé dans ton entreprise bien précise. Oui. Mais en fait, tous les deux, je pense que vous avez des cas de jeunes qui aimeraient avoir Bien une sûr. garantie d'avenir et qui, au bout d'un moment, justement, peut-être passent 2, 3, 4 ans dans une entreprise pour X raisons, parce qu'on a besoin de lui, mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, la flexibilité permet de jouer sur les mots, et de dire qu'à un moment donné, est-ce que ces gens-là, il y a des retours de salariés qui viennent en disant moi là, ça va pas du tout, mais c'est pas la sécurité physique, là, c'est vraiment la sécurité mentale, c'est-à-dire que ces gens-là, quelque part, sont aussi à terme mentalement de ce stress de ne jamais savoir demain ce qui va se passer. Je peux témoigner aussi de fait, c'est-à-dire avant de rentrer dans la presse, j'ai fait une mission d'intérim à l'extérieur, sur des sites dans la métallurgie, dans la chimie, et dans la pétrochimie. Et ce que je peux dire, c'est vrai, ce que tu dis, dans le sens où il y a des besoins, et on voit les jeunes se donner à fond dans l'attente de ce CDI. Et le temps passe, et avant que le jeune puisse arriver au CDI, je veux dire, il a dû passer des épreuves particulières, c'est-à-dire bien souvent se taire sur des choses qui ne sont pas très logiques, et bien souvent être entre guillemets corvéable à souhait, dans le sens je t'appelle maintenant, tu viens maintenant, je t'arrête maintenant, bon, mais tu dis rien. Si par malheur tu dis quelque chose, eh ben, ton contrat ne sera pas renouvelé. Ça veut dire, si ton contrat n'est pas renouvelé, tu perds pied dans l'entreprise utilisatrice dans laquelle tu es. Et ce qui fait la relation de fidélisation avec l'entreprise utilisatrice se casse. Et quelque part, ça c'est la boîte d'intérim qui le tient en main. C'est-à-dire, quelque part, elle, à son niveau, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut te casser l'approche que tu as avec l'entreprise utilisatrice. Et ça, le salarié, ben, c'est néfaste pour lui. Et c'est pour ça qu'il fait très attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et au comportement qu'il a. Et bien souvent, il y a des choses qui se disent en off, mais qui ne peuvent pas se dire dans la réalité. Et je pousserai ma question, si tu le permets, Jérémy, c'est de dire... au-delà de l'agence intérim qui a ce pouvoir-là de couper ce lien, comme tu dis, est-ce que les entreprises utilisatrices n'en jouent pas aussi sur les jeunes intérimaires qui arrivent en leur mettant un petit peu la carotte, en leur disant tu vas être corséable, tu vois, à souhait, parce que à bout d'un moment, ce lien il va se couper, mais c'est nous qui allons choisir de le couper, alors qu'on t'a formé, qu'on te donne l'espoir d'avoir peut-être un jour ce CDI et te pérenniser dans l'emploi. Et puis il y a cette fameuse promesse d'embauche, cette fameuse carotte, que bien souvent est employée par certaines entreprises utilisatrices et qui bien souvent n'aboutissent pas. Et je pense que les salariés intérimaires ne sont pas dupes. Ils veulent se faire avoir une fois, ils veulent se faire avoir 2 fois, la 3e fois ils vont dire mais ça va, j'ai compris, ça marche plus. Mais est-ce que dans des secteurs comme la presse, quand on est intérimaire, est-ce qu'on a l'espoir d'être titularisé et de signer ce Graal qui est le CDI? Alors là, comme vous l'avez bien dit, le Graal dans la presse, de surcroît, il est vrai que au vu de la restructuration, parce qu'on est conscient quand même, on connaît l'actualité, on sait ce qui se passe dans la presse, on sait que la presse écrite, la presse papier, on sait ce qu'elle vit, et donc on ne peut pas être aveugle sur la réalité des choses. Et malgré tout, des efforts sont faits, je sais, dans ce milieu-là, pour aboutir à des CDI. Et malgré tout, malgré les restructurations, malgré les fermetures de centres d'impression, malgré tout ça, malgré les mouvements qu'il y a entre centres d'impression, il y a des embauches qui se créent. Et là, bon, il faut être objectif. C'est la crise qui veut ça, et c'est le support papier de la presse écrite qui veut ça aussi. Alors, dans votre centre d'impression, bon, on a bien compris, vous êtes en léger retrait maintenant pour laisser la place à des jeunes et dont un qui a pu signer un CDI. À votre place, ça se trouve, c'était peut-être le CDI que vous auriez pu avoir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérimaires dans ce centre d'impression? Alors, ça diminue fortement, pour la bonne raison qu'il y a une baisse de charge
vu qu'il y a de moins en moins de presse écrite, papier. Et donc, aux dernières nouvelles, c'est réduit. Il y a presque plus d'intérimaires dans le centre d'impression d'où j'étais. Il y en a presque plus. Je veux dire, sur une quarantaine qu'il y avait dans l'époque où j'y étais, à l'heure actuelle, il doit y en avoir une dizaine, pas plus. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez aider José à avoir un CDI ou en tout cas sauver la presse, n'hésitez pas à acheter la presse papier. C'est quand même la meilleure presse. Voilà, c'était juste un petit coup de pub. Laetitia, oui. Quand un intérimaire veut se former, vers qui il doit se retourner? Vers l'entreprise qui l'embauche ou alors vers la société d'intérim chez qui il est? Alors, quand un salarié intérimaire a besoin de se former, forcément, c'est son employeur qui va le former. L'entreprise utilisatrice, c'est un... comment on pourrait la qualifier? C'est un utilisateur, donc lui, il veut un produit, un salarié intérimaire prêt à l'emploi. Alors, quelquefois, il y a des formations qui sont montées en partenariat avec les entreprises utilisatrices sur des métiers qui sont dits pénuriques et pour lesquels il n'y a pas de salariés intérimaires disponibles ou ayant les compétences. Et donc là, il y a bien des formations qui sont montées avec Pôle emploi, mais c'est bien l'employeur qui est la clé de déverrouillage de la formation. Et la formation, il ne la fera que s'il a un besoin précis. Par exemple, un salarié intérimaire qui souhaiterait, je sais pas, devenir coiffeur, par exemple, si son agence de travail temporaire ne délègue pas des coiffeurs ou des coiffeuses, elle ne prendra jamais en charge la formation. Et dans ce cas-là, comment il fait alors ? Eh ben, le gouvernement a trouvé un moyen simple qui s'appelle le compte personnel de formation, où tu te payes toi-même ta prochaine qualification et tu peux espérer qu'il te lâche quelques miettes, 1 500 €. Et puis, bien entendu, le salaire, c'est pour toi. Donc, c'est le week-end, c'est sur ton temps personnel. Vous trouvez ça normal, André ? Alors non. non, soyons clairs. Non, je pense qu'aujourd'hui, justement, les agences intérim, puisqu'elles n'ont pas forcément le potentiel des métiers demandés, devraient être en capacité de former elles-mêmes les gens qu'elles recrutent dans son agence et de dire, on a une pénurie de coiffeurs, je prends l'exemple de Laetitia, eh bien on va proposer des formations pour ceux qui veulent, parce qu'on a une forte demande, ça pourrait être ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, elle l'a bien dit, l'État se dédouane de tout ça et laisse un petit peu libre cours aux entreprises de faire, et puis on précarise les gens, parce que peut-être que des gens justement qui seraient formés pour avoir un emploi, mais ne feraient peut-être plus partie de l'agence intérim du coup. Ils trouveraient un emploi directement. En fait, c'est le problème du centre de profit. Le salarié permanent, il a des objectifs, et des objectifs de chiffre d'affaires. Et tout est regardé, en fait. Son patron, il lui dit, t'es un bon salarié parce que t'as maintenu tes objectifs ou tu les as atteints. Donc en fait, tout euro qui ne serait pas destiné à la délégation du salarié intérimaire, eh ben ça fonctionne pas. Il va chercher ailleurs. Nous, on forme dans les enseignes de travail temporaire pour nos besoins de délégation. Le reste, c'est pas notre problème. Alors, je vous propose de quitter le salon de coiffure pour retourner dans une imprimerie. Certaines conventions collectives, notamment celles autour du livre, c'est-à-dire celles qui est utilisée notamment dans les imprimeries, sont quand même assez favorables aux salariés. Est-ce qu'un intérimaire qui travaille dans une imprimerie, c'est-à-dire comme José, profite aussi de cette convention collective ? Laetitia, José, André, ne vous battez pas, mais il faudra prendre la parole. Non, vas-y, tu as vécu, moi je donnerais... Alors, pour moi, quand j'ai intégré la presse, ça a été comme un livre ouvert. On m'a dit, voilà les salaires de l'équipe, voilà qui gagne quoi, comment, et voilà nos conventions, voilà nos droits. Mais tu as les mêmes, il n'y a pas de... sans différence entre... Alors ça, c'était dans les discours, mais est-ce que sur le bulletin de paye, ça se vérifie ? Exactement la même chose, ça se vérifie. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Les seuls soucis que j'ai pu relever, c'est entre ce qui est pointé dans l'endroit où je travaillais et ce qui se passait dans mon agence. Mais souvent, il y a des petits décalages où il fallait appeler pour remettre les choses, recaler les choses convenablement. Non, là, puis il y a une règle dans la presse, c'est que vraiment, il y a une équité salariale qui est un fondement.
là-dessus, on ne déroge pas à l'équité salariale. Et puis, on a les salaires à un niveau ouvert. C'est-à-dire, on connaît les salaires de tous les salariés qui sont dans notre équipe. Et donc, il n'y a pas de divergence possible. Alors ça, c'est valable dans la presse. Est-ce que c'est valable aussi chez les papetiers, André ? Justement, j'allais rebondir parce que je disais, voilà, la particularité de la FELPAC, c'est qu'il y a plusieurs branches. Et chez les papetiers, je dirais que c'est pas du tout le cas. Pour travail égal, il n'y a pas salaire égal en face. Voilà, l'intérimaire va bénéficier, suivant le poste, s'il y a une qualification particulière qui est demandée, d'un petit plus, mais qui sera en deçà de ce que le titulaire a. Et au-delà de ça, il est bien écrit dans les textes qu'il doit bénéficier des mêmes avantages que le poste qu'il occupe. Mais on en est très très loin entre les conventions collectives qui sont déjà très très basses. Donc c'est plutôt les accords d'entreprise, mais du coup, l'intérimaire ne bénéficie pas de ces accords d'entreprise qui sont rattachés au titulaire de l'entreprise et qui sont rattachés à l'entreprise utilisatrice, mais qui du coup ne rendent pas en compte. Et c'est là où il y a le paradoxe un petit peu, parce qu'on peut faire bénéficier aux intérimaires alors des œuvres sociales, par exemple, si on le décide, mais après, sur les salaires, là je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire. C'est-à-dire que là, il faut vraiment utiliser ce fameux slogan de travail à travail égal, salaire égal. Mais ça, c'est aussi bon pour les hommes et les femmes, aussi bien que pour les travailleurs de l'intérim et des titulaires des entreprises. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire parce que beaucoup de sociétés ne mettent pas les intérimaires au niveau du salaire de l'entreprise. En tous les cas, moi, là où je suis ravie du témoignage de José, c'est qu'on se rend compte que c'est possible, en fait. Nous, l'inégalité de traitement, ça occupe 80% des travaux des syndicalistes de la CGT intérim, parce que les entreprises utilisatrices ne le font pas. Les agences d'intérim, elles n'ont pas envie de perdre leurs clients, donc elles estiment que c'est du déclaratif, mais elles ne vont pas chercher, parce qu'on ne leur demande pas d'aller chercher. Et donc, du coup, le témoignage de José nous permet de voir que c'est possible, et qu'il y a certaines entreprises qui le font. Alors, ce n'est pas forcément les salariés qui contactent la CGT, parce que bien souvent, un salarié qui contacte la CGT intérim, il a une problématique. Mais pour autant, c'est possible. Il y a des entreprises qui le font, et donc ça doit aussi nous servir d'exemple de dire, mais là ils le font, pourquoi est-ce que vous refusez de respecter le code du travail, parce qu'on parle de respect de code du travail. Et juste pour compléter, André, en fait ton accord d'entreprise, il est valable pour tous les salariés et pour les intérimaires sans condition d'ancienneté, sauf à ce que ton accord dise qu'il exclut les salariés intérimaires et les CDD. Donc pour les camarades qui nous écouteraient, regardez vos accords d'entreprise et s'il n'y a pas d'exclusion de salariés, l'intérimaire y a droit, avec une discrimination positive, on dira, sans condition d'ancienneté. Alors, je vais rebondir, je ne disais pas qu'il n'y avait pas droit. Je dis qu'il n'est pas mis en application dans l'entreprise utilisatrice, c'est différent. Parce que moi, c'est bien ce que je disais, à travail égal, salaire égal, donc il doit bénéficier des mêmes avantages que moi. Mais si je regarde et si je me souviens mes bulletins de salaire quand j'étais intérimaire, j'avais bien sûr la prime nuit, mon fameux panier comme les gars qui étaient là, mais qui restait dérisoire comparé à ce qu'ils avaient eux, leur avantage. Parce que la majoration par rapport à leur salaire, vu que je n'étais pas au taux horaire au même qu'eux, parce que malheureusement c'était une réalité, moi, je me souviens de ça, alors il y a déjà quelques années, mais je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut vraiment se battre, c'est-à-dire qu'on devrait, quand le salarié intérimaire arrive dans l'entreprise utilisatrice, il devrait y avoir un calque qui se fait automatiquement sur les droits des titulaires et de l'intérim, la même chose à la fin du mois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout, parce que tu le dis justement, les agences intérim ne veulent pas perdre ces gens-là, et ces entreprises utilisatrices veulent cette flexibilité justement de ne pas avoir à payer ce qui nous paye à nous. Participation, intéressement, il devrait y avoir droit, mais dans les agences, normalement, vous y avez droit, il me semble aussi, dans vos agences, enfin dans vos alors oui, on y a intérim respectifs. Alors de nos enseignes, on y a droit, les salariés intérimaires y ont droit aussi. Alors nous, on a à la tête de nos grands groupes des financiers. Donc au final, on te dit, tu as droit à la participation, mais alors cette année c'est 0 parce que l'entreprise au Canada, elle va pas bien, ou Zurich nous a demandé trop d'argent. Et donc il y a dans certains groupes pas de participation, sauf les années de contrôle URSSAF. Pour quelle raison? C'est fou ça? Parce que quand l'URSSAF vérifie le calcul de la participation, quelquefois ils se rendent compte que les patrons ils ont planqué un peu à gauche et à droite alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc il y a un redressement URSSAF et on leur dit recalculer la participation. Donc
On invite l'URSSAF à venir beaucoup plus souvent dans les enseignes de travail temporaire parce qu'on aurait peut-être une participation récurrente. Donc il faut acheter la presse papier, il faut renforcer les contrôleurs URSSAF. Voilà. C'est plutôt intéressant. Non, j'ai une autre question, puis après on va s'arrêter là. Malheureusement, le podcast arrive bientôt à son terme. Un des autres secteurs d'activité de la FILPAC, c'est la distribution. Distribution comme Mediapost ou les anciens salariés de Millet. Ce sont des jobs qui sont très très précaires. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'il y a déjà, ils ont recours aux intérimaires? Alors déjà qu'ils ont beaucoup de contrats précaires, est-ce qu'ils recourent aussi aux intérimaires? Alors là, je pense que Laetitia pourrait le dire peut-être plus que moi, mais oui. Je crois que l'intérim est utilisé partout au sein de la FILPAC. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, ce qui était valable dans la branche papier, est sûrement valable dans la distribution, où là, c'est vraiment très flexible. José le disait, si on a moins de canards à distribuer, on a besoin de beaucoup moins de monde. Donc, la flexibilité de l'intérim permet justement d'ajuster la variable et en disant, j'ai besoin de 12 aujourd'hui et demain, j'en ai pas besoin, et ainsi de suite. Et je crois que oui, c'est un des secteurs où je pense il y a le plus d'intérim, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'explosion des livraisons de cette fameuse plateforme où la flexibilité arrive à la fin de l'année, où les cadeaux arrivent, on a besoin de cette flexibilité à la distribution. Et là, on recrute l'intérim, je pense malheureusement, et encore, malheureusement, je dirais, oui, de nombreuses années devant elle, et que je dirais que les patrons de l'industrie ou les patrons de l'intérim sont tous les deux des patrons voyous. Puisque ce que j'entends de Laetitia, je me dis que c'est à peu près partout, même chez nous, dans nos industries, la participation n'est pas toujours à la hauteur du travail fourni. Le mot de la fin, on va le laisser à José. José, là, actuellement, si votre centre d'impression vous dit « Allez, c'est bon, ça fait depuis 2010 que tu bosses avec nous, on va t'embaucher en CDI », qu'est-ce que vous répondriez ? Franchement, j'arrive au terme de ma carrière, je vois pas l'intérêt. Je leur dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, apprenez un jeune. Voilà, CDI un jeune et ça sera bien pour moi. Eh bien, je remercie Laetitia Gomez d'être venue, mais aussi José Vallée et André Soluro d'avoir participé à ce podcast, les podcasts de l'intérim. Prochain épisode, très bientôt.